on va continuer avec cette conférence dédiée aux zones d'activité économique. Et oui, l'avenir du foncier économique a un nom, les ZAE. Alors, pourquoi parler aujourd'hui des ZAE? Alors, évidemment, l'équation, on la connaît. D'une part, raréfaction du foncier en général, du foncier économique en particulier. Importance pour les territoires, évidemment, du développement économique, une importance qui est renouvelée par la problématique de la réindustrialisation, sœur de la décarbonation de notre économie. Et puis, dernier paramètre à mettre dans cette équation complexe, la demande de logement, la nécessité de construire, dont il a été largement question ici, sur cette scène, hier et encore aujourd'hui. Donc si on veut résoudre cette équation, si on veut attaquer l'ensemble de ces paramètres, eh bien, il faut jeter un nouveau regard sur les ZAE. Et c'est ce qu'on va faire avec nos trois invités. En l'occurrence, Jean-Philippe Dugouin-Clément, président de Grand Paris Aménagement et vice-président de la région Île-de-France. Fabien Guissot, DGA en charge du développement économique et des partenariats stratégiques chez Grand Paris Aménagement. Et avec vous, Anthony Pérez, vous êtes directeur général d'Alsei. Alors, posons d'abord le constat, parce que c'est vrai que je ne sais pas si on a fait beaucoup de conférences sur les ZAE au MIPIM. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, Jean-Philippe Dugouin-Clément, c'est pourquoi Grand Paris Aménagement a décidé de faire de ce sujet une des priorités de son action? Bien, parce que tout simplement, les modalités d'aménagement sont en train d'évoluer de manière inconnue dans notre histoire récente et vont profondément muter dans les années qui viennent. On est passé d'une logique d'aménagement où le foncier était une ressource quasiment inusable, non limitée, à une logique avec la première loi ZAN d'août 2021, revue depuis en juillet 23 et qui va encore réévoluer dans les années qui viennent, à avoir un foncier qui est considéré, qui devient une denrée rare, qui n'est plus quelque chose d'illimité. Et donc, ça pose la question de la recomposition urbaine. La recomposition urbaine, elle s'aborde de deux manières très différentes. On a deux réalités dans ce pays. On a des régions, et malheureusement, ce qui est extrêmement dur pour elles, qui sont en décroissance économique et ou démographique, et puis des régions en très forte croissance. L'Île-de-France en est une, mais il y en a d'autres. Et faire face à une augmentation de population de 50 à 70 000 habitants par an, faire face à une croissance économique permanente, faire face à un besoin de production de 70 000 nouveaux logements par an, sans étendre la ville, ou en tout cas en réduisant nos extensions de la ville, ça oblige à repenser le bâti existant. Quand on parle de repenser le bâti existant, il y a, sauf à travailler sur du diffus, qui pose des problèmes d'acceptabilité majeurs, on va avoir trois types d'objets. Les friches, généralement extrêmement polluées, souvent sur lesquels des biodiversités ont pu se reconstituer, donc qui sont des objets très difficiles à pouvoir travailler. Les immeubles de bureaux, je ne vais pas refaire les différentes conférences qui ont été faites depuis le début du MIPIM. Et surtout, ce qui est le plus gros réservoir de foncier, c'est ces zones d'activité économique. Pour la seule Île-de-France, et on pourrait décliner à l'échelle du pays, c'est plus de 32 000 hectares existants. Quand on parle des consommations annuelles en termes d'artificialisation de l'Île-de-France, c'est 775 hectares sous la dernière décennie. On va tendre vers zéro. 32 000 hectares d'un côté, 775 de l'autre. Donc c'est un réservoir énorme. C'est un réservoir qui a une carence, c'est souvent d'avoir été morcelé. Et donc ça nécessite que des acteurs comme Grand Paris Aménagement ou des grandes foncières publiques ou privées puissent s'emparer de ce sujet-là. C'est des secteurs qui ont une qualité d'un point de vue de l'aménagement. Ce qui est un défaut environnementalement parlant, c'est qu'ils ont été généralement totalement artificialisés, ce qui permet soit de désartificialiser, soit de pouvoir retravailler dessus en respectant les contraintes liées à l'extension urbaine. Et souvent, c'est des espaces qui ont été sous-utilisés en termes d'intensité urbaine. Qu'on parle de la compacité horizontale avec des parkings à plat, qu'on parle de la compacité verticale avec des bâtiments d'activité mono-usage d'un seul tenant ou d'un seul étage. Et donc, on a un réservoir de réaménagement de la ville. J'ajouterais que, généralement, par rapport à ce qui est un gros souci pour les aménageurs, quels qu'ils soient,
il n'y a pas de problème d'acceptabilité. Comme on a fait des zones totalement monolithiques, il n'y a pas de riverains, il n'y a pas d'habitants. Alors effectivement, un foncier stratégique, mais un foncier complexe sur lequel il y a plein de choses à faire, hein, vous le dites. Alors très concrètement, repenser ce foncier, repenser tout l'immobilier d'activité, qu'est-ce que ça signifie, Fabien Guissot? La question est très large. Très large, et vous n'avez pas 2 heures. Non, c'est vrai. La première chose, c'est que ça signifie une volonté politique. C'est-à-dire que nous, on travaille chez Grand Paris Aménagement pour les élus, pour les territoires. Et ce qu'on note, ce qu'on a noté au travers d'une grande enquête qu'on a réalisée en début d'année auprès de beaucoup d'élus d'Île-de-France et de France entière, ce qu'on note aussi au travers de nos contacts en permanence avec le président, avec le directeur général de GPA, avec toutes les équipes au contact des territoires, c'est que cette préoccupation sur les zones d'activité économique est de plus en plus importante. Donc en quelque sorte, on doit essayer d'apporter une réponse à ces préoccupations. La préoccupation, c'est des élus qui se disent comment demain je conserve de l'emploi sur les territoires parce que mes entreprises veulent se développer, comment je participe à un enjeu qui est un enjeu de réindustrialisation, à un moment où on cherche à être plus résilient, à accueillir ou à favoriser le développement de filières d'activités nouvelles, à rapatrier le cas échéant des activités industrielles en France et notamment en Île-de-France, à aider les filières existantes à se développer. Donc la première chose, c'est les territoires répondre à leur sujet. Et parlant des attentes de ces territoires, vous les connaissez bien parce que vous avez mené une étude sur le sujet. Donc vous avez des chiffres assez précis sur ce que les maires attendent. Oui, c'est à peu près 70% aujourd'hui des maires considèrent que les zones d'activité économique, c'est un sujet de préoccupation majeur pour eux dans les 5 ans qui viennent. On est à très court terme. Donc ce sujet est extrêmement important. Pour revenir sur ce que disait Jean-Philippe Duhoin-Clément en introduction, les fameux 32 000 hectares, si on les transforme en mètres carrés de SDP, c'est pour un cost de 0,5, c'est plus de 150 millions de mètres carrés de SDP. C'est un potentiel gigantesque. Parce qu'on parle souvent du bureau. Le parc de bureaux d'Île-de-France, c'est 56 millions de mètres carrés, dont effectivement entre 4 et 5 millions sont vides aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, si la régie peut mettre ces chiffres à l'écran, ils sont assez impressionnants. Frappants. Et je pense qu'il faut les avoir bien en tête. Voilà, pour alimenter ce qu'on disait sur l'importance en fait de ces fonciers. 150 millions de mètres carrés versus les 55 millions de mètres carrés de bureaux. On parle de quelque chose qui est vraiment très important et c'est plus d'1 million d'emplois en Île-de-France. On a même du mal à les mesurer et c'est des chiffres que l'IPR travaille régulièrement, mais c'est plus d'1 million d'emplois en Île-de-France. Donc, une préoccupation politique, un enjeu qui est un enjeu extrêmement important en termes de développement économique. Et puis, c'est un sujet qui nous pose une vraie question de logique d'aménagement. En fait, sur ce sujet des zones d'activité économique, et comme sur bien d'autres sujets aujourd'hui, parce qu'on est percuté par des effets de transformation de modèles sur énormément de thématiques et de niveaux, on sait qu'on a un enjeu, c'est de repenser notre modèle d'aménagement qui a été très linéaire jusqu'à maintenant. On a finalement fabriqué des zones d'activité économique sur des fonciers agricoles depuis 40 ou 50 ans. On a réalisé un processus très linéaire, des élus qui veulent développer ces zones avec des raisons tout à fait valables et positives, des aménageurs qui sont intervenus, cédant des charges foncières à des promoteurs, eux-mêmes cédant à des investisseurs ou à des utilisateurs. Et ce modèle linéaire, finalement, on est en train d'en voir un peu la fin, parce que le foncier qui est à la base de tout est en train, au fur et à mesure, de disparaître. Et donc, tout notre enjeu, c'est d'inventer un modèle qui n'est plus du tout linéaire, et c'est de repartir du point d'arrivée qui est l'utilisateur, le propriétaire qui existe aujourd'hui et dont on sait qu'on ne pourra pas pratiquer avec ces utilisateurs et ces investisseurs présents, ces propriétaires présents aujourd'hui, de la même manière que nos opérations d'aménagement classiques. On ne peut pas demain remembrer à grands frais, à grand prix, ces fonciers-là. On ne peut pas évincer les entreprises ou alors à la marge, très à la marge, ces entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Donc il faut coproduire avec elles et partir de cet existant pour remonter la chaîne d'une manière complètement différente. Alors, pour faire ce travail, il se trouve que d'autres collectivités l'ont fait. Là, on va un peu dézoomer de l'Île-de-France et aller un peu en dehors.
parce que pour des raisons géographiques ou historiques, elles se sont trouvées confrontées à cette question de raréfaction du foncier. Quelle est la situation en France de ces ZAE dans j'allais dire, les régions les plus pionnières? Ce qu'on peut dire, c'est que personne n'a vraiment trouvé la martingale aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que on est en train d'inventer, on est d'accord. On est vraiment, et ce qu'on fait, enfin ce qu'on essaye de faire chez Grand Paris Aménagement avec des premières opérations test, on travaille sur Buc, sur une zone d'activité. Dans les Yvelines, on travaille aussi du côté de Meaux sur une zone d'activité plutôt une zone industrielle de 250 hectares. On est en train de mettre en place des outils, de travailler des logiques d'aménagement différentes, et on les teste en ce moment. Et on teste finalement la robustesse d'un modèle économique complètement nouveau qu'on pourrait inventer pour se dire qu'il faut réussir à créer de la valeur pour les propriétaires de foncier ou d'immobilier qui sont en place, et il faut réussir potentiellement à ce qu'une partie de cette valeur puisse revenir à la collectivité pour réaménager les espaces publics de ces zones d'activité économique. Donc créer de la valeur pour à la fois les acteurs qui sont les acteurs privés installés et créer de la valeur pour les acteurs publics, le cas échéant, travailler sur les quelques fonciers qui peuvent rester des fonciers propriété publique pour créer des effets d'entraînement et des effets de... Voilà. Donc ensuite, il y a des territoires qui se sont déjà penchés sur ces sujets, effectivement. Toulouse a travaillé sur ces sujets. Lyon travaille aujourd'hui sur la redynamisation de ces zones industrielles en travaillant sur l'existant. Il y a un travail notamment sur la vallée de la chimie à Lyon qui est un travail vraiment à foncier constant. Comment on fait pour réinjecter de nouvelles activités industrielles lourdes sur des fonciers qui sont très pollués, donc en essayant de dépolluer l'existant tout en installant de nouvelles activités finalement chimiques un peu plus propres. Donc il y a des références qui sont intéressantes, et puis il y a des territoires qui, partant de la raréfaction foncière, se sont posé la question, mais on en parlera peut-être ensuite, du pilotage du foncier sur le long terme. Alors, puisqu'on parle de pionniers, j'ai envie de me tourner vers vous, Anthony Pérez, puisque chez Alsei, ça fait longtemps que vous vous intéressez à ce sujet, vous le connaissez très bien, vous l'avez identifié comme un foncier stratégique et un sujet d'importance. Alors, puisque vous avez cette antériorité par ce rôle pionnier, j'ai envie de vous demander quels sont les facteurs d'efficacité, puisqu'on dit on est en train d'inventer une nouvelle méthode, on est vraiment dans une transition, et quel retour d'expérience? Parlons de projets très concrets, on voit ici quelques exemples de ces projets. Merci. Pour compléter ce que vous disiez, je pense qu'il n'y a pas de martingale en fait. Il n'y a pas de solution unique. Et chez Alsei, ça fait 25 ans qu'on fait des locaux d'activité. J'ai souvenir d'un temps pas si lointain que ça où les locaux d'activité, quand on analysait ce qu'est l'immobilier professionnel, on n'en parlait même pas. On était soit rangés dans les parcs logistiques, dans les entrepôts, ou le reste c'était le bureau, le commerce. Les parcs d'activité, les zones d'activité ont fait leur apparition assez récemment dans l'environnement. Et il fut un temps où construire une zone d'activité, ça consistait à faire un lotissement d'entreprise. On prenait du terrain abondant, aménageable à très peu, de manière très, très économique, très peu cher. On artificialisait et on avait une densité qui était, ma foi, pas extraordinaire, puisque on mettait une entreprise sur chacun des terrains, sur chacun des lots qu'on produisait. On consacrait une partie de l'aménagement à faire des routes, à faire des infrastructures. Donc là aussi, on artificialisait. Et tout ça pour un rendement foncier, pour un COS pas terrible, de l'ordre de 0,2, 0,3. Et en plus, on produisait de l'immobilier spécifique. C'est-à-dire que le jour où l'entreprise qui avait construit son bâtiment partait, devait changer, devait déménager, eh bien, souvent, on avait un coût de reconversion de l'immobilier qui était cher, qui était élevé. Et là, on commence à produire des petites friches, des morceaux de friches, des bâtiments qu'on va devoir démolir. Nous, depuis 25 ans, on a créé une trentaine de parcs d'activité. Donc ma première réponse à cet enjeu de densification, c'est un enjeu de densification à l'horizontale. C'est-à-dire qu'en mutualisant plusieurs entreprises en un même lieu, on utilise mieux le foncier. On a des bâtiments qui sont... On a une charge foncière dans l'ensemble qui est moins élevée. On a des charges qui sont moindres parce qu'on se les répartit entre nous. Et donc, grâce à cela, on arrive à densifier cela. Et ça, aujourd'hui, on le fait également en reconversion d'anciens sites industriels, de friches industrielles. J'ai un exemple qui me vient en tête à Nantes, où le site d'un ancien sous-traitant automobile a été reconfiguré complètement. On y a installé des bâtiments d'activité en lieu et place de bâtiments devenus sans usage,
Il faut imaginer une halle industrielle de 15 000 m² d'un seul tenant avec 6 mètres de hauteur libre. Aujourd'hui, très peu d'entreprises peuvent utiliser de tels espaces. Et nous, on y a fait des bâtiments industriels, des bâtiments d'activité en lieu et place. Et on y a mis des entreprises en utilisant un COS de l'ordre de 0,5, 0,55. Donc, pour 2 m² utilisés, c'est 1 m² de surface de plancher. Les zones d'activité, les parcs d'activité, on le dit souvent, sont des formidables fixateurs d'emplois sur le territoire. Lorsque vous réalisez un parc d'activité, 50% des emplois qui viennent dans ce parc d'activité étaient situés à moins de 5 km. 80% de ces emplois lorsqu'on croît le rayon à 10 km. Donc c'est des enjeux importants pour, je dirais, concentrer des emplois en un même lieu et pour éviter de gaspiller du foncier. Cette ressource, elle est rare. Les enjeux du ZAN, ils sont là, clairement, on le voit. Je pense que chaque semaine, chaque mois nous apporte son lot d'actualités climatiques qui font qu'il est urgent de se saisir de ces sujets et de les régler en profondeur. Et ça ne va pas se faire en 3 minutes, ça va se faire en prenant du temps. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est de densifier horizontalement, de reverser l'immobilier tel qu'il a pu être conçu il y a 10, 20, 30, 40 ans pour en faire des immobiliers de meilleure facture. Le deuxième élément, c'est de monter en hauteur. Donc je parlais d'enjeux d'horizontalité, maintenant on va prendre un petit peu de hauteur, on va parler d'enjeux de verticalité. Les entrepôts, les parcs d'activité à étage, ça existe et ça existe depuis longtemps. Et quand c'est bien fait, ça marche bien. Je vais vous citer un exemple que beaucoup de Parisiens connaissent. Les entrepôts Ney, 120 000 m², conçus dans les années 70, livrés au milieu des années 70. Ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Ça remplit une fonction qui est vitale en termes de logistique pour l'Île-de-France. Et franchement, chapeau, parce que c'est un bâtiment qui a traversé l'histoire. On peut discuter de son architecture, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est un bâtiment qui, pour le coup, est très fonctionnel. Nous, on est parti du principe qu'à partir du moment où la densité urbaine le permettait, où la densité économique le permettait, réaliser de l'activité en étage, ça fonctionnait à certaines conditions, j'y reviendrai après. Vous avez sur la droite de l'écran un bâtiment qui s'appelle Innovespace Saint-Denis, qui est au pied de la Tour Pleyel, au bord de la 86, qui a été livré en 2012. Donc ce bâtiment, il a été conçu 2010 à peu près, livré en 2012, et depuis sa mise en service, il est plein à 100%. On a réalisé un parc d'activités, un ensemble d'activités avec un COS de 1. On a créé le long de la 86 un bâtiment d'une trentaine de mètres de haut qui constitue une barrière anti-bruit pour les habitations qui sont derrière. Donc il y a des enjeux. Quand on cherche la bonne solution adaptée au territoire, adaptée à la problématique locale, on trouve des solutions. Vous avez sur la partie gauche un immeuble qu'on développe à Vitry-sur-Seine qui s'appelle Vertical Industrie, qui est un hôtel d'activité en étage. Là encore, aujourd'hui, l'immeuble, c'est une perspective que vous avez à l'écran, l'immeuble n'est pas encore sorti de terre, mais on a déjà des demandes dès aujourd'hui. Donc, il faut effectivement penser et partir du principe que cette ressource foncière, elle est rare, que les enjeux de densification, ils sont là. Et pour que ça fonctionne, il faut, je le disais à l'instant, pas faire de compromis sur les choix techniques. Il ne faut pas chercher à faire des cours trop petites. Il ne faut pas chercher à faire des hauteurs libres trop faibles. Il ne faut pas chercher à faire de compromis sur la charge au sol en se disant ça coûte quand même moins cher de faire 1 tonne mètre carré plutôt que de faire 2 ou 3 tonnes au mètre carré. Bah oui, ça coûte moins cher. Mais c'est aussi moins d'entreprises qui pourront les accueillir. Il ne faut pas faire de concessions sur les verticalités, sur le passage d'un niveau à l'autre, sur les monts de charge, sur les pentes, sur ce genre de choses. Donc si on se pose les bonnes questions, qu'on prend le temps d'y répondre, avec des bonnes solutions, on trouve des solutions pour régler ces problèmes de densification. Alors, se poser les bonnes questions, prendre le temps d'y répondre. Je pense qu'il y a aussi une question d'avoir les bons outils. Alors, il se trouve qu'il y en a qui existent. Comme assez souvent, on a quand même un droit français assez pléthorique. Donc, ça a des côtés positifs parce que finalement, quand on cherche, on trouve des petits outils. Il y en a un qui s'appelle le bail à construction. Le problème, c'est que ces outils-là sont soit pas très connus, soit peuvent susciter des a priori négatifs. Et au-delà de ces outils juridiques, j'ai envie de dire, il y a aussi un travail de conviction à faire. Ce que vous le disiez tout à l'heure, il faut partir de ce qui est là, des entreprises qui sont là. Et en fait, les convaincre de leur intérêt à agir, autre notion bien connue en droit français. Donc, la question, c'est maintenant comment on fait, une fois qu'on sait qu'on a les outils, une fois que, comme on vient de l'entendre de la part d'Anthony, on connaît à peu près les recettes du succès. Voilà, question à nouveau très simple pour vous, Fabien Guissou. Oui, merci Cécile. Très simple, Je vous en bien prie. sûr. Non, mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on invente un assemblage de différents outils
Et probablement cet assemblage, il faudra le designer de manière un peu différente selon la typologie des zones d'activité sur lesquelles on se situera. Et je reviens juste un instant sur ce que disait Anthony en fait. Cette question de la densification, de l'intensification, de la verticalisation, le cas échéant, on sait qu'on ne pourra pas le faire tout de suite sur certains territoires. En seconde couronne, c'est plus le sujet de l'intensification horizontale dans un premier temps, mais peu importe. Ce sujet, c'est le sujet clé en fait de la restructuration et de la réutilisation des zones d'activité économique. Et juste un exemple là-dessus, on travaille sur la zone de Buc. On a fait travailler des architectes, l'agence civile qui travaille avec nous sur ce sujet. La zone de Buc, c'est pour faire simple, 125 000 m² de SDP, bâti, donc de l'immobilier d'activité bâti aujourd'hui. On a regardé précisément le PLU existant. À PLU existant, donc PLU compatible. Si on se met aux limites de ce que le PLU autorise, à la fois en utilisation au sol, en intensité, et à la fois en hauteur de PLU, et on est sur un PLU de 12 mètres, hein, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Notre capacité à bâtir supplémentaire, elle est de 50% de l'existant. C'est 70 000 m² de plus que l'on peut réaliser. Même si on se fait un abattement de 50% sur ces 50%, il reste quand même entre 30 et 40 000 m² de SDP supplémentaires que l'on peut créer à PLU constant. Et si on travaille sur un PLU qui passe de 12 à 15 mètres, on peut ajouter un niveau supplémentaire, on peut commencer à travailler les verticalisations. C'est pour donner un exemple très concret de la ressource qui existe. Mais pour ça, il faut accompagner les entreprises et il faut qu'on se dote, nous, de solutions d'ingénierie au service des entreprises, au service des propriétaires, pour les inciter, en quelque sorte, à agir. Et peut-être qu'il nous manque aujourd'hui, dans notre panel réglementaire, peut-être qu'il nous manque aussi, à un moment donné, des outils un peu plus coercitifs, sans aller jusqu'à la DUP et à l'expropriation. Mais entre l'incitatif et le coercitif, il y a peut-être des choses qu'il faudra un petit peu inventer. Mais en tout cas, on a des premiers outils dans la palette et peut-être faudra-t-il les développer. Mais c'est ce qu'on est en train de tester. Et puis il y a le bail à construction. Voilà. Et le bail à construction, c'est la dissociation entre le foncier et le bâti. Et la conviction que l'on a, qui est portée par Jean-Philippe Dugoin-Clément, par notre conseil d'administration, et qui a validé l'année dernière à plusieurs reprises toutes les étapes de la création d'un outil spécifique sur le bail à construction, puisqu'on va monter dans le mois qui vient, on va créer une foncière dédiée au bail à construction avec la Banque des Territoires, dont GPA sera majoritaire. Le bail à construction pour nous, c'est précisément la solution anti-ZAE telle qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec ce fameux, j'allais dire, émiettage foncier dont on parlait tout à l'heure. Alors non pas pour résoudre nécessairement nos solutions, nos problématiques actuelles, encore que peut-être qu'on peut l'utiliser pour faire du sell and leaseback foncier pour certaines entreprises. Et pourquoi pas pour financer pour ces entreprises les problématiques de décret tertiaire qu'elles vont avoir, parce que ça c'est aussi un sujet qui va arriver d'ici à 2030 vraiment de manière extrêmement forte auprès des entreprises et des propriétaires immobiliers dans les zones d'activité économique. Mais surtout pour faire en sorte que nos pépites, nos fonciers économiques que l'on souhaite commercialiser dans les années qui viennent, on les garde en propriété longue d'intérêt général et qu'on les mette évidemment à disposition sous forme de bail à construction d'opérateurs immobiliers, d'investisseurs, de promoteurs, d'utilisateurs bien entendu, avec comme intérêt pour eux de ne pas avoir à acheter le foncier aujourd'hui, alors que le foncier commence à être cher, et de simplement payer un loyer sur la durée. Donc ça, c'est un outil effectivement qu'on souhaite voir se développer. On est en train de le faire sur nos premières opérations. Merci. Effectivement, on comprend que déjà vous avez plein d'idées sur ces outils et qu'il y a des choses à tester, à essayer. Alors pour conclure, moi j'aimerais revenir avec vous, Jean-Philippe Ducoing-Clément, sur les très intéressants chiffres que vous avez cités sur l'emploi. On parle derrière du domicile-travail, des déplacements. Et au fond, à travers ce sujet des ZAE, on parle aussi d'un autre sujet environnemental qui est le poids des émissions liées à la mobilité. Et puis aussi d'un sujet d'une aspiration sociale qui est de travailler là où l'on vit, ou du moins au plus près, qui n'est pas un petit enjeu en Ile-de-France. Donc j'ai envie de vous demander finalement, à travers ce sujet des ZAE, on retombe sur ces sujets d'aménagement du territoire et de vision prospective de cet aménagement que vous portez à la région également. Oui, parce que d'une certaine manière, tout est dans tout. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire ou fascinant quand on parle d'aménagement. L'Île-de-France se caractérise par être une région particulièrement forte en termes d'emploi et de développement économique. 31% du PIB sur 4% du territoire.
première région économique de l'Union européenne, seule métropole mondiale depuis la sortie de Londres avec le Brexit de l'Union européenne. Et donc, c'est une puissance économique absolument exceptionnelle, avec une réalité qui est aujourd'hui une disproportion totale sur le ratio logement-emploi en fonction des territoires, et notamment les territoires de grande couronne, qui, à quelques exceptions près, ont un ratio extrêmement déficitaire. Alors ça implique deux choses. D'une part, des déplacements pendulaires pour des millions de franciliens quotidiennement qui, pour certains, vivent un calvaire, parce que c'est des temps de transport extrêmement élevés, et puis ça implique un coût économique et un coût carbone. Coût économique parce que c'est créer des infrastructures de transport en commun ou routier. Coût carbone parce que les mobilités, même si on va vers une décarbonation totale des mobilités en Île-de-France, génèrent un coût, une production de carbone. Et l'un des enjeux que nous portons avec Valérie Pécresse sur la région Île-de-France, c'est de travailler sur une région beaucoup plus polycentrique, une région articulée autour de 140 polarités et 27 très grandes centralités. C'est arriver sur ces territoires à résorber ce déficit emploi-logement et arriver à produire une plaque de vie cohérente, emploi, logement, services publics, universités, études supérieures, offre de soins, offre culturelle. Et ramener de l'emploi, de l'activité économique dans des secteurs de moyenne ou grande couronne, la loi sur Lausanne ne permettra pas de le faire sans retravailler sur l'existant. Et la seule surface foncière qui permet d'être véritablement retravaillée, les bureaux, on est plutôt sur un sujet de petite couronne. Et on a vu tout à l'heure que c'est totalement marginal par rapport au potentiel des ZAE. Eh bien, c'est de retravailler sur ces zones d'activité économique. Et donc, c'est une question majeure d'aménagement francilien si on veut redonner du cadre de vie, de la qualité de vie en francilien, en ayant tout simplement la possibilité de réduire le temps de transport. Merci. Donc effectivement, parler des ZAE, c'est parler de qualité de vie. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous.